Bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Face aux propositions concrètes faites hier par le gouvernement aux syndicats pour en finir avec la crise à l'éducation, les syndicats ont soumis ce samedi ces propositions pour consultation. Et puis les femmes font valoir leurs compétences et s'affirment dans les domaines jusqu'ici réservés aux hommes. Notre reporter Ansouman Toumani Kamara nous amène à la découverte de Kadia Touba, une inspectrice des pêches pour qui les missions en mer n'ont plus aucun secret. Et puis à Dalaba, le centre artisanal construit à la faveur de la fête d'indépendance célébrée à Mamou n'est toujours pas opérationnel. Le département de tutelle cherche la solution. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on entame par cette feuille d'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin au palais Sékou Touréa les responsables des organisations de la société civile guinéenne. Au menu des échanges, la situation socio-politique et économique du pays. Compte rendu, Sanassi Keita. Nous sommes reconnaissants. Le président de la République rencontre les responsables des organisations de la société civile guinéenne. Au menu des échanges, la situation sociopolitique et économique du pays. Merci. Je vais d'abord commencer par une mise au point. Vous savez, la Guinée, c'est un pays de mensonges. Il paraît qu'il y a des sites qui disent que voilà, il a menti aux familles qui ne veut pas faire de réforme du gouvernement. Ceux qui m'ont écouté, j'ai été très clair. Il dit, je vais écouter, j'ai écouté tant, je vais écouter tout le monde, écouter la majorité silencieuse. C'est après cela que je me déterminerai. Parce que moi, je ne fais rien au hasard. Il y a un grand penseur qui a dit, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Donc moi, je prends mon temps, je fais des enquêtes pour connaître la vérité. Non pas être manipulé par quelques personnes qui veulent être ministres. Donc j'ai été très clair. Je vais écouter les forces vives, je vais écouter la majorité silencieuse. Je veux savoir, la majorité silencieuse me dira qu'est-ce qui ne va pas dans le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire. En ce moment, je nommerai des ministres qui sont à l'écoute des masses de la majorité silencieuse et qui s'occupent de leur situation. Mais ça, je ne peux le faire qu'après avoir écouté la majorité silencieuse. Donc, s'il y a des opposants qui s'agitent parce que j'ai quitté, va faire le gouvernement, ça c'est leur problème. Moi, j'ai été élu par le peuple. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de gens ne voulaient pas que j'aille au palais. Même ma garde a refusé de mettre les véhicules. J'ai décidé d'aller à pied. Mais moi, je suis un homme du peuple. Quand je peux avoir du peuple, j'ai été au palais. Comment, en tant que président, je sais qu'on a écrit il y a le 8 mars et je ne vais pas. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu la situation de négociation et puis je vais vous laisser la parole. L'objectif du président de la République est surtout de répondre aux nombreuses aspirations de la population guinéenne, notamment les femmes et les jeunes. Et puis le ministre guinéen des Affaires étrangères poursuit sa mission à New Delhi en Inde. Là-bas, Mamadi Touré reçoit des investisseurs indiens qui s'intéressent à la Guinée. Des propositions de transfert de technologie sont faites et cela dans plusieurs domaines. Compte rendu, Abdul Karim Condé, Cheikh Mabinti Silla. La Guinée, une destination privilégiée pour les investisseurs indiens. Avant l'ouverture des travaux du sommet de l'Alliance solaire internationale, le ministre des Affaires étrangères a reçu des investisseurs indiens qui veulent participer au développement de notre pays. Ils se rendront en Guinée pour explorer les secteurs d'intervention. Déjà, l'agriculture, la santé et l'immobilier figurent en bonne place. Hier, le ministre Mamadi Touré avait reçu le président directeur général du groupe Cosmos, Anilka Argawal, et la directrice de la Confédération indienne de l'industrie, Indayani Moulay. Ils ont eu un très bon entretien avec le ministre des Affaires étrangères. Ils ont identifié des secteurs sur lesquels ils pourraient collaborer, c'est-à-dire l'éducation, le tourisme et la santé publique. Et aussi les étudiants guinéens qui sont présents en Inde joueront un rôle majeur dans cette nouvelle collaboration et un transfert de technologies agricoles pour les compagnies CII et API, memorandum d'entente.
Excellency the Foreign Minister, and Je suis très ravi de rencontrer la délégation guinéenne en tête de file, son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Et comme il a dit, en Guinée, il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture, dans la santé publique, dans l'immobilier, les appartements sociaux et dans les énergies renouvelables. Maintenant, leur objectif, c'est de s'installer sur le long terme, vraiment, et en sachant que l'Inde et la Guinée ont de très fortes relations qui datent depuis des années et ils sont très excités et très enthousiastes à travailler avec les autorités guinéennes et ils offrent aussi un financement à long terme de 15 ans avec un moratoire de 2 ans. Ce samedi, le ministre guinéen des Affaires étrangères a successivement reçu le PDG de Ping-Pong Global et Soud Archankra Saini de Tata Power Daily Distribution. Ils sont arrivés aujourd'hui pour rencontrer la délégation guinéenne. Ils ont un projet de construction d'hôpitaux en Guinée. Ils avaient déjà rencontré le président à Paris lors du PNDS et ils sont venus aujourd'hui avec ce projet qu'ils veulent soumettre à la délégation guinéenne, dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Après, ils n'attendent que l'aval du président de la République, du gouvernement guinéen. Ils ont tout, le projet est prêt, le financement est là. Ils sont vraiment prêts pour démarrer le projet. Le ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, a rassuré les investisseurs indiens de l'engagement et la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, et son gouvernement à collaborer dans l'intérêt supérieur des deux nations. Nous les avons encouragés à venir investir donc en Guinée, à venir explorer les possibilités d'investissement dans notre pays, conformément aux orientations du président de la République et aux besoins exprimés par la Guinée, donc tels que détaillés dans le PNDS. Et je pense que avec cet engouement et l'intérêt que ces investisseurs indiens portent pour la Guinée prouve à suffisance que la Guinée est une destination privilégiée de ces investisseurs indiens. La Guinée et l'Inde raffermissent leurs liens de coopération dans un partenariat gagnant-gagnant. On vous parlait hier des propositions concrètes faites par le gouvernement aux syndicats quant à la résolution de la crise qui mine l'éducation. Eh bien, les syndicats ont mis ces propositions en débat ce samedi pour consultation. Au même moment, des centaines de femmes ont pris d'assaut le siège du syndicat libre des enseignants de Guinée pour demander plus de flexibilité aux enseignants. Reportage Alia Kamara. À peine l'Assemblée générale extraordinaire levée ce matin, des femmes font irruption devant le siège du SLEG à Donka. Elles viennent en paix porter la voix de l'ensemble des parents d'élèves en faveur de la reprise des cours. Un appel qui vient appuyer les efforts du gouvernement pour une issue heureuse à la crise qui mine le secteur de l'éducation. Dans leur cri de cœur, ces femmes demandent aux syndicalistes de faire aussi des concessions pour la réussite des négociations. Nous sommes venus demander aux syndicalistes d'accepter les propositions du gouvernement pour qu'on sorte de cette crise. Que chacun fasse des concessions pour que la situation là s'améliore. Ça nous attriste, nous les mères de famille, de voir nos enfants rester à la maison. Hier, au 8e jour de ces négociations, le gouvernement a espéré faire bouger les lignes en mettant sur table des propositions concrètes dans le règlement des 30% restants. Des propositions que les syndicalistes ont mis en débat ce samedi. En attendant, les responsables syndicaux appellent les enseignants à éviter toute manipulation politique. Notre combat n'est pas un combat politique, c'est un combat syndical. Le combat politique vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous, ce que nous cherchons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Que les enseignants ne cherchent pas à se faire manipuler. Ces négociations se poursuivent à un moment où le chef de l'État en personne est à l'écoute de toutes les propositions pour mettre fin à ces crises à répétition dans le pays.
Travaux publics, fini le calvaire pour les usagers de la route nationale numéro 1 Koya-Mamou via Kindia. Les travaux d'urgence lancés en 2016 par le ministère des Travaux publics ont permis de rétablir tous les points critiques tout en mettant en place des dallos d'évacuation d'eau. Mamadou Saliouba. Les travaux de réhabilitation de la route nationale Koya-Mamou via Kindia ont permis d'améliorer l'état de cette voie à fort trafic. Dans l'exécution de ce chantier national, il y avait l'entreprise guinéenne Gicopress. De Foulaya à Damakhania, en passant par Friguiabé, tous les points critiques sont revêtus. La circulation retrouve sa fluidité. Nous avons apporté la correction nécessaire en purgeant, en remplaçant la terre de mauvaise tenue, en apportant une nouvelle structure de la chaussée, à savoir 20 cm de couche de fondation, 25 cm de couche de base en concassé, en 0,31.5 et 5 cm de béton bitumineux. Actuellement, la route est vraiment bonne. Je quitte Kindia pour aller à Conakry. Je roule sans problème. À la déviation de Kindia sur plusieurs kilomètres, c'est une route entièrement réhabilitée qui s'offre aux usagers. Sur l'axe, des dallos sont construits un peu partout pour la protection de l'infrastructure contre les eaux de ruissellement. À Michelia d'Amamou, un pont de 9 mètres est réalisé pour la traversée de la rivière. Sur cette zone que vous voyez, on était obligé de substituer, de changer complètement la structure qui était là parce qu'elle était vraiment pas bonne. Elle ne supportait plus le trafic. On était obligé de purger jusqu'à 60 mètres sur certaines zones, remplacées par de bons matériaux, compactés, arrochés même avec des blocs qu'on a repris, les blocs que vous voyez, qu'on a repris sur la montagne, qu'on a mis pour chercher à stabiliser vraiment cette zone. Chacun doit prendre cette route-là comme un bijou et la préserver comme si c'était son bijou. Ces travaux ont été exécutés sous le contrôle du cabinet international Louis Berger. À peine réhabilitée, la chaussée subit déjà des agressions de plusieurs types. Des produits pétroliers sont déversés un peu partout. Les gros porteurs qui transportent plus de 11 tonnes représentent également une menace pour la route, selon les spécialistes. Les équipements médicaux pour 77 centres de santé et hôpitaux de la région de Nzérékoré. Après le passage de Ebola, il a été recommandé le renforcement du système sanitaire, une recommandation que vient de mettre en œuvre le gouvernement japonais et l'UNICEF avec l'achat des équipements d'une valeur de 6 milliards de francs guinéens. Reportage Tierno Maroufba, Saïdou Diallo. Après le passage de l'épidémie à virus Ebola, le gouvernement guinéen s'attelle à la reconstruction du système sanitaire grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Nzérékoré a été l'une des zones les plus touchées par l'épidémie. Aujourd'hui, le renforcement de l'offre des services dans les hôpitaux et centres de santé est de mise dans cette région. Par le canal de l'UNICEF, le gouvernement japonais a équipé 77 centres de santé dans la région. Le financement est estimé à 6 milliards de francs guinéens. La région de Nzérékoré, loin de la capitale, là-bas, il n'y avait pas suffisamment d'équipements de base pour maintenir une bonne santé des habitants. Donc, grâce à ce projet, on a pu améliorer ce genre d'insuffisance. L'objectif principal, c'est vraiment le renforcement des capacités sanitaires au niveau des communautés et dans le contexte de la prévention des maladies en général pour éviter toutes les épidémies qu'on peut connaître. Et bien qu'on parle beaucoup des équipements, et des médicaments essentiels, des équipements qui ont été mis en place, qui sont en cours d'acheminement. Cet appui du gouvernement japonais adhère à la politique de l'État guinéen visant à améliorer la qualité des soins aux populations.
En recevant ces kits médicaux, les autorités du département de la santé s'engagent à en faire bon usage pour répondre aux attentes des populations. Le don qui vient d'être fait ce matin va permettre d'améliorer la qualité des prestations et de satisfaire ainsi à l'une des demandes pressantes de nos structures dans un contexte où la disponibilité est très faible. Que les fonds ont été déjà mis à la disposition du ministère pour que la pharmacie centrale de Guinée, qui est notre centrale d'approvisionnement, achemine immédiatement les médicaments. Grâce à l'appui de ce projet, les structures sanitaires de la région vont améliorer les soins offerts aux patients. Déjà, le projet a permis de renforcer le système de surveillance des cas possibles d'épidémie au niveau communautaire. Santé toujours, un nourrisson victime de malformation bénéficie du soutien financier des femmes travailleuses de Ecobank. Ces femmes ont également pensé à équiper la chirurgie pédiatrique de l'hôpital national Ignace Dine. C'est dans la dynamique de ce mois de mars, mois de la femme en Guinée. Reportage à Boubacar Diaby. Pour répondre dans l'urgence à la requête formulée par le ministère de l'Action sociale, les femmes de Ecobank ont réagi pour sauver la vie de 2 enfants guinéens, une fillette et un garçon. Un chèque de 5 millions de francs guinéens en faveur de ce nourrisson est accompagné par ce don d'équipement à la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Ignace Dine. Aujourd'hui, c'est la joie. Aujourd'hui, c'est la fête. Les femmes de l'Ecobank décident de venir nous faire des cadeaux, notamment des matelas qui nous manquaient. Franchement, il faut le dire, de Split, je ne peux que vous remercier. Et il faut ajouter l'humanisme, ce n'est pas seulement ce don matériel, mais le fait de donner un chèque pour l'intervention d'un enfant qui est né sans anus, et ça va droit à mon cœur. Je suis comblé de joie, mais je vous dis qu'il y a eu vraiment la conjugaison des efforts, en commençant par le directeur, sous la supervision bien sûr de ma direction. Les belles dames ont été découvertes pour amener cette noble mission aujourd'hui. La démarche de ces femmes travailleuses de Ecobank est de manifester leur solidarité aux enfants démunis de la Guinée. Parce que nous sommes venus la dernière fois visiter le centre de pédiatrie, nous avons été saisis de l'urgence et de l'assistance qu'il fallait donner à ces enfants, et notamment 2 cas. Le cas d'une fillette qui avait eu une perforation à l'intestin, et il y a un deuxième cas, un nourrisson de 10 mois qui est né avec une malformation. Les femmes de plus en plus compétentes et autonomes, tout au moins ici dans la capitale. Elles sont nombreuses, ces femmes qui s'affirment dans les domaines jusqu'ici réservés aux hommes. Le travail d'inspection des bateaux en mer, par exemple. Un travail délicat dans lequel s'est pourtant épanouie en Guinée une femme. Elle s'appelle Kadia Touba, et notre reporter Ansoumane Toumani Kamara nous amène à la découverte de cette inspectrice des pêches pour laquelle les missions en mer n'ont plus aucun secret. Suivi. Au Centre national de surveillance et de la police des pêcheries, Kadia Touba est l'unique femme inspectrice dans cette corporation en Guinée. Ce matin, elle rejoint ses collègues au port de Conakry pour l'inspection de ce bateau cargo russe qui débarque une importante cargaison de poissons. Les tâches consistent à vérifier la conformité des produits à débarquer et les différents documents du navire avec l'équipage. Et comme lui c'est un cargo, on doit demander comment il a eu les produits à bord. On vérifie est-ce que le navire est dans les règles, si ce n'est pas une pêche illicite, une pêche non réglementée, non déclarée. On vient regarder tout ça là. On regarde aussi par rapport à leur journal de bord, on regarde les heures, les positions. Est-ce qu'il a transbordé dans notre zone ou bien on sait c'est dans la zone Guinée-Bissau, tout ça on doit regarder. Nous faisons le tour du monde en mer avec ces opérations de pêche. Grâce au contrôle que nous venons de faire avec madame, sa méthode nous prouve qu'elle maîtrise son travail avec rigueur. À part ses activités sur les quais des différents ports maritimes du pays, Kadia Touba participe aussi aux campagnes nationales et sous-régionales de lutte contre la pêche illicite. Des missions coup de poing difficiles et très délicates. Madame Barry, je peux dire que c'est une dame qui a osé aller là où les autres femmes
n'ont pas osé aller. Parce qu'il faut aller en mer, il faut faire la surveillance. Et la vie de la mer est différente de la vie de la terre. Biologiste de formation, Kadiatou Ba intègre le secteur de la pêche en 2005. Elle travaille tout d'abord au secrétariat de direction du CNSP avant de réaliser son rêve de pratiquer le travail réservé aux hommes. Après plusieurs tests de recrutement, Kadiatou réussit et se classe 2e sur 11 candidats à la fatidique opération de natation. On est venu, on était 3 qui ont pu nager. Et en ce moment, j'étais enceinte de 3 mois aussi de grossesse. Je suis venu voir mon médecin, je lui ai expliqué, il dit d'accord, il faut partir, tu peux essayer. Mais de toute façon, informe en cas où tu veux me rejoindre à l'hôpital, il n'y a pas de problème. On est parti à la natation, heureusement j'ai été 2e. Parallèlement à ce travail de tous les risques, Kadiatou Ba mène aussi avec rigueur et attention sa vie de mère de famille. Au début, ça n'a pas du tout été facile. Quand je venais sur le terrain, le soleil, monter, descendre des navires, je rentrais fatiguée, ce n'était pas facile. Mais comme à peu près je suis à 6 ans, 7 ans maintenant, donc c'est une facilité. Le matin, je me lève très tôt, je fais mon petit ménage avec les enfants, je les dépose, je viens sur le terrain. Avec l'équipe du jour, nous travaillons. Tant que les bateaux sont là, nous sommes là jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, on rentre à la maison. Dans la traque des bateaux de pêche défaillants dans nos eaux maritimes, Kadiatou Ba rêve un jour voir une autre Guinéenne intégrer le corps d'inspecteurs de pêche en Guinée. Parlant de sécurité maritime, l'avant-projet de décret portant organisation de l'action de l'État en mer est validé. Tous les acteurs impliqués dans la gestion de la façade maritime se sont retrouvés à Kindia pour redéfinir les périmètres d'intervention pour plus de sécurité en mer. Fodé Camara. Face à la montée en puissance de la piraterie, la pêche illicite et d'autres formes de risques, la préfecture maritime est investie du pouvoir de police générale en mer par le président de la République. Sa mission, défendre l'intégrité territoriale sur le littoral. Autour de cette question d'intérêt national, loin des berges de Kaloum, dans la capitale des agrumes, l'avant-projet de décret portant organisation de l'action de l'État en mer est validé par les représentants des différents départements impliqués dans la gestion de la façade maritime, les forces armées, les transports et les services de recherche océanographique et la protection des pêches. Les actes qui se passaient dans le passé, les actes de brigandage, ont diminué d'une manière drastique. Et vous verrez aujourd'hui que les navires viennent accoster, quitter sans problème. Et grâce à cette décision de Monsieur le Président de la République. On s'est rendu compte à l'évidence que compte tenu de la superstructure de la présidence, de la nécessité de rattacher cette structure au ministère de la Défense nationale qui est actuellement sa tutelle. De quoi s'agit-il? Depuis la création de la préfecture maritime, ça a permis, n'est-ce pas, de mettre en place un cadre de concertation élargi entre tous les acteurs de l'action en mer. 2. D'envisager les mesures de renforcement de l'architecture sécuritaire en mer. Le projet de décret portant organisation de l'action de l'État en mer est un document de 82 articles. Un outil multi-acteur qui renforce la synergie d'action autour de l'élaboration des projets de textes réglementaires régissant l'espace maritime conformément aux normes internationales. La préfecture maritime assure la coordination de l'action de l'État en mer et la marine marchande est dépositaire de conventions internationales. Donc il faut qu'on se retrouve pour ne pas qu'il y ait d'amalgame dans l'exécution des tâches. Respectueux de la Convention des Nations Unies sous le droit de la mer, ce projet de décret redéfinit les périmètres d'intervention autour de la gestion des produits prohibés, l'usage des armes en mer et la protection de l'environnement marin. En information également, à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, les femmes universitaires invitent les autorités à créer les conditions pour leur accession au poste de décision. Et puis, les femmes de Sigiri n'étaient pas aussi en reste quant à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Vous l'avez compris, c'est le condensé de l'actualité nationale, des nouvelles que vous propose Francis Collier. Le 8 mars célébré dans le monde n'est pas que journée de revendication en faveur des femmes. Elle est aussi une occasion pour attirer l'attention de la couche féminine sur le sens de leur autonomisation dans tous les domaines.
En milieu universitaire, même si des efforts sont consentis, il reste encore des défis à relever pour une implication effective des femmes au poste de décision. Licence, master, doctorat. Et le doctorat, c'est pas tout, c'est l'accès au grade académique. Maître de conférence, professeur. Et j'avoue que c'est un vrai parcours de combattant pour les femmes. Donc je pense qu'il y a la nécessité de mettre en place des fonds, d'encourager le financement de la formation de la formation et d'encourager nos étudiants. Nous avons vu dans la plupart de nos institutions d'enseignement supérieur, c'est les femmes qui sont secrétaires générales. Parce qu'on s'est dit, elles n'ont pas besoin d'avoir des doctorats pour être secrétaire général. C'est un poste de management, de gestion. Donc dans la plupart de nos institutions, nous avons des femmes secrétaires générales. Mais le défi que nous n'avons pas beaucoup de femmes qui ont des grades. Et l'enseignement supérieur, ce n'est pas comme les autres départements où les promotions se font peut-être sur l'expérience ou avoir une licence. Chez nous, il faut absolument avoir le diplôme, le master, le doctorat, être professeur. Donc c'est pour ça que nous sommes dit, il faut d'abord commencer par le commencement, les accompagner pour qu'elles puissent accéder à ces grades, donc à plus de postes de responsabilité. La journée de la femme, c'est aussi l'occasion d'amener les filles à connaître leurs droits pour mieux les revendiquer. À Koumadian Keita, les institutrices se sont données à cet exercice en vue de préparer la génération montante à la lutte pour l'équité. Souvent, les filles ne sont pas associées à cette fête-là. Donc, elles ne savent pas ce que c'est que le 8 mars. Il faut les préparer à ça et dès le bas âge au combat que mène la femme pour son épanouissement, pour sa réhabilitation. Il faut leur apprendre ça depuis petite, à réclamer leurs droits afin que, une fois grandes, elles sachent ce que c'est que leur combat. À Sigiri, les femmes tirent la sonnette d'alarme contre le mariage précoce, un des fléaux qui entrave l'émancipation et l'autonomisation des femmes et filles. Aucune recherche ne vaut plus que nos enfants en général et nos filles en particulier. Les œuvres d'une éducation saine pour l'or, le mariage ou une quelconque autre raison que ce soit pourrait être considérée comme un crime contre nous-mêmes. Donc, je vous prie de ne pas accepter d'être nos propres ennemis et de notre préfecture en privatisant nos filles. Dekedou a désormais un nouveau centre commercial. Les infrastructures sont bâties à Kendena d'Embadouno. Ce centre commercial est l'œuvre d'un des ressortissants de la préfecture. Ce que moi j'ai à faire pour aider ma ville natale et pour aider notre pays, le peu que je peux faire, ça dépend de la population de Guirou maintenant, pour que ça puisse avancer le plus. Le conseil d'administration du Fonds d'entretien routier vient de plancher sur les efforts de désenclavement du réseau routier guinéen. Une autre question importante abordée est l'application des textes pour la protection de la route par les usagers. Nous devons relever les défis en essayant d'accompagner le fer Guinée pour lui permettre de diversifier ses ressources à l'image des autres fers de l'Afrique en général et en particulier de la sous-région. À cet égard, il faudra mettre les bouchées doubles pour le fonctionnement des opérations de péage au niveau des postes déjà opérationnels et au niveau des grands ouvrages de franchissement. Médias, comment mettre en évidence les outils dont les journalistes ont besoin pour une bonne pratique du métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Notre consoeur Adèle Camara a pensé à un salon des médias et de la communication intitulé Crosscom. Les préparatifs vont bon train. Ce samedi matin, Madame Koné Adèle et toute son équipe étaient face à la presse pour expliquer les enjeux de ce salon qui démarre le mercredi 13 mars et qui concerne aussi les agences de communication et de publicité. Reportage Thierno Ousmane Diallo. Du 14 au 15 mars prochain va être organisé le Crosscom, le premier salon professionnel des médias et de la communication.
Un premier rendez-vous qui va permettre de jeter un regard sur les défis de la presse dans une société en mutation avec les nouvelles technologies. Une opportunité de discuter avec des spécialistes de divers horizons sur les questions de management et de marketing digital par exemple. Le président du Haut Conseil de la publicité de Côte d'Ivoire ainsi que de nombreux experts du monde des médias africains et européens sont annoncés pour cet événement inédit initié par la journaliste Adel Camara. Aujourd'hui, la Guinée a une floraison de radios privées, de télévisions privées, d'agences de communication. Mais nous n'avons pas de cadre de concertation, de cadre de rencontre. Donc je me suis dit qu'il y avait un vide. Et ce vide, pour le combler, il fallait créer un salon professionnel des médias. Parce que ce salon, c'est un salon qui nous appartient. Ça sera un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace de visibilité, un espace pour faire du B2B. Vraiment, c'est un cadre qui nous est dédié, un espace de formation, j'allais oublier, qui est vraiment l'un des volets les plus importants de ce salon. C'est à l'hôtel Onomo qu'aura lieu l'événement qui va permettre de renforcer les capacités des journalistes, mais aussi des agences de communication et de toute autre structure impliquée dans ce domaine. Une aubaine pour davantage contribuer à professionnaliser les secteurs du journalisme et de la communication en Guinée. Chaque fois, nous suivons ici des foires, des festivals où les artistes ou les commerçants viennent exposer. Cette fois, comme c'est nous qui faisons toujours la couverture de ces événements, cette fois, il s'agit de nous, il s'agit des médias. C'est nous qui organisons pour parler de notre métier, pour apprendre à nos enfants les ficelles du métier, mais aussi l'esprit d'entreprise, mais aussi la déontologie et l'éthique du métier. Donc je crois que et les responsables des médias et les journalistes eux-mêmes personnellement pris, vous allez venir nombreux, tout est gratuit. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un ne vienne pas. Vous ne pouvez pas être efficace si vous n'êtes pas formé, informé sur les enjeux et les défis liés au rôle des médias privés dans un pays en voie de développement, dans un pays de nouvelle démocratie. Donc c'est en cela que je salue la démarche de Adel et tous ses sponsors. Et je dis une fois encore au nom de l'ensemble des associations professionnelles des médias, nous déclarons ici de façon solennelle que nous sommes partie prenante à ce salon. Ces 2 journées où vont se côtoyer des centaines de personnes vont aussi permettre aux entreprises privées et organismes publics d'exposer leurs projets ou réalisations dans des stands pour une meilleure visibilité. C'est l'autre volet de cet événement. Par exemple, j'ai approché le ministre de l'Unité nationale. Je lui ai fait part du projet d'organisation du salon professionnel des médias. Vu qu'il avait un message à faire passer sur la citoyenneté, il était vraiment intéressé de prendre un stand pour faire passer son message. Donc ça touche un peu tous les secteurs, tous ceux qui veulent passer un message, qui veulent de la visibilité. Les conclusions du premier salon professionnel des médias et de la communication vont permettre de mieux aborder la journée nationale de la presse dont les préparatifs sont en cours. Je vous le disais dans les titres, construit à la faveur de la fête de l'indépendance célébrée à Mamou, le centre artisanal de Dalaba peine à être opérationnel. Les artisans évoquent quelques difficultés. Le ministre de tutelle s'est rendu sur les lieux pour trouver une solution au problème. Ousmane Ba. Pour valoriser l'artisanat, le gouvernement de la Troisième République a construit ce centre d'exposition. C'était à la faveur de la fête tournante de l'indépendance célébrée à Mamou. Le ministère de tutelle est sur le site pour œuvrer afin de rendre le centre opérationnel. Au cours de l'entretien, les artisans égrènent certaines difficultés. Le centre est construit, il n'a pas été équipé encore et nous, en tant qu'ouvriers, nous n'avons pas les moyens de l'équiper à nos propres moyens. Et il y a aussi la réticence de quelques artisans de rejoindre le centre. Par exemple, nous cordonniers, nous avons par nos propres moyens, nous avons eu à acheter quelques équipements nous permettant de s'installer. À leur tour, les autorités promettent de mettre les bouchées doubles pour satisfaire associations, coopératives et groupements d'artisans évoluant à Dalaba. L'artisanat, bien que ça fasse la préoccupation de l'État guinéen, il faut qu'il fasse un effort d'abord d'occuper
rationnellement l'espace, de l'entretenir, parce que vous-même vous avez constaté que les décorations commençaient à tomber et personne ne s'en soucie. Donc je leur ai dit qu'on fera un appui et j'ai envoyé avec moi le directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat pour les aider, pour qu'on fasse un comité de gestion de ce centre, parce qu'il faut que le centre soit ouvert. Et ensuite ils ont posé une idée géniale de faire la foire artisanale à Dalaba, ce qui est une bonne chose. J'ai donné mon accord, je les ai répondu par courrier et j'ai mis l'inspecteur régional en demeure d'organiser ça avec eux. Le ministre Thierno Ousmane Diallo a invité les artisans à aussi redoubler d'ardeur. Une invite véhiculée dans un vieil adage du terroir. Quand quelqu'un te lave le dos, lave-toi le ventre. On termine ce journal par ce cas de sinistre au grand marché de Madina. Un conteneur de friperie est parti en fumée. L'incendie qui a tout consumé sur son passage est d'origine électrique. Ce conteneur appartient à Amadou Magasuba qui lance d'ailleurs un appel à l'aide à toutes les bonnes volontés. Makeme Donzo. C'est vers 3 h du matin qu'Amadou Magasuba a été informé de la mauvaise nouvelle. Son conteneur, rempli de marchandises et plusieurs tabliers ont pris feu. Un incendie dont la cause reste encore inconnue. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Dans ce conteneur, beaucoup de commerçants viennent déposer les marchandises. Une centaine de balles d'habits sont parties en fumée. Je demande l'aide de tous les bienfaiteurs pour nous sauver de cette situation. Ces commerçants ont tout perdu. En 2010, un autre incendie avait consumé ce conteneur et son entourage. Les commerçants sont encore sans voix car la plupart des marchandises consumées sont prises à crédit. Toutes nos marchandises sont encore perdues. Nous vivons du jour au jour et nous sommes obligés de rembourser. Si cela est dû à un court-circuit, qu'ils suppriment l'électricité ici pour qu'on soit soulagé. Dans 4 heures du matin. Je suis arrivé ici à 4 heures du matin. J'ai trouvé que le lieu était déjà calciné. Donc, je ne peux pas situer les responsabilités. Pour le moment, ces vendeurs de friperies d'habits sont au chômage. Une bonne partie est composée de jeunes diplômés sans emploi qui se débrouillent pour subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG et Coloma. Quant à moi, je vous dis à bientôt.